Bonjour tout le monde, on va commencer. Désolée pour le léger retard, journée assez occupée. Donc, on va commencer par l'ordre du jour. Excusez-moi, je vais juste aller chercher. Adoption de l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent ajouter des points à l'ordre du jour? Personne. Donc, je demanderai appuyé par M. Simon-Olivier Côté, qui seconde? M. Éric Simard. Alors, on a ajouté, vous l'avez vu dans l'ordre du jour, la période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Cette période-là, elle est de 30 minutes. Elle va être là à chaque conseil. Elle permet aux gens de venir poser des questions, mais spécifiquement sur les sujets à l'ordre du jour. Donc, si vous avez des sujets autres que ceux qui sont à l'ordre du jour, s'il vous plaît, je vous demanderai d'attendre à la deuxième période de questions, qui, elle, est toujours prévue après le conseil. Ça va? Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions sur les sujets à l'ordre du jour? Personne. Si vous voulez poser une question, monsieur, il faut s'avancer au micro. Oui, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom c'est Omer Deschênes, citoyen du Chicoutimi, au 380 rue Hôtel-Dieu. Je vous félicite en premier lieu pour votre nomination à la mairie, ainsi que notre échevin de quartier, M. Simon-Olivier. Moi, le problème qu'on a, ce n'est pas un gros problème. Il y a eu une très grande amélioration sur la rue Labrec, de la rue Racine aller jusqu'à la rue Presse. Sauf qu'au coin de la rue Cartier, quand ils ont rénové, ils ont fait un grand contour qu'on ne peut plus virer à la droite pour prendre Jacques-Cartier. Fait que là, ça fait une lignée de voitures qui attendent à cause qu'on ne peut plus virer sur Jacques-Cartier à droite. C'est un gros problème ça congestionne de ce niveau-là. De même qu'au niveau de la rue Hôtel-Dieu puis de la rue Labrec, la même chose, ils ont fait un détour trop prononcé. Fait que ceux qui descendent de la rue Labrec, ils arrivent quasiment face à face avec la voiture qui s'en vient sur la rue Hôtel-Dieu. S'il n'y avait pas moyen de modifier un peu le coin pour faciliter la circulation. Monsieur Deschênes, Michel Tremblay va vous répondre. Bonjour, M. Deschênes. C'est plus un dossier d'arrondissement. On va avoir notre réunion la semaine prochaine. De toute façon, on va le prendre en note, puis on va vous contacter, puis on va aller voir ça. Soyez pas inquiets. Quand est-ce votre réunion d'arrondissement? C'est le 16, je pense. 13 décembre à 4 heures, ici. Okay. Ça va être sur Facebook? Sur Internet? Normalement, oui. Là, sur le site de la Ville. Là, le 13 décembre à 4 heures, c'est ici. OK, merci. C'est beau, merci. Ça fait plaisir. Adoption des procès-verbaux, point numéro 3. Donc, est-ce qu'il y a des modifications, des questions par rapport au procès-verbal de la dernière réunion du 2 octobre 2017? Donc, M. Michel Tremblay propose, secondé par M. Jonathan Tremblay. Merci beaucoup. On est rendu aux avis de motion. Je tiens à spécifier que si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc, on va commencer par l'avis de motion 4.1, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement VSR 2012-106 portant sur les activités sur glace sur le territoire de Ville de Saguenay. Je vais résumer en quoi ça consiste. C'est des modifications techniques au règlement sur les activités sur glace. Seule la sécurité publique, en ce moment, a compétence en matière de conformité des équipements de chauffage et des cheminées des cabanes à pêche sur la baie et au lac Kenogami. Ce qu'on veut ajouter, c'est que le service de sécurité incendie doit avoir compétence pour aider justement à assurer la sécurité des gens. Aussi, on veut ajouter une exigence pour assurer la sécurité des usagers, c'est-à-dire que les gens devront installer un détecteur de fumée et un détecteur de monoxyde de carbone à l'intérieur des cabanes à pêche s'ils dorment dans la cabane. Donc, c'est un point qui va revenir pour adoption à un prochain conseil. Qui propose l'avis? Madame Julie Dufour, secondée par M. Rénald Simard. Excusez-moi.
Donc, pas besoin de secondaire. 4.2. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement VSR 2014-53 concernant les limites de vitesse sur le territoire de Ville de Saguenay. Donc, c'est la mise à jour annuelle concernant les limites de vitesse sur le territoire. Si vous regardez la liste, les tronçons supplémentaires, pour faciliter la consultation de la liste, les tronçons supplémentaires qui ont été ajoutés sont, je vous dirais, sont en gris. Donc, ça vous permet de savoir quels sont ceux qui ont été rajoutés. Qui propose l'avis de motion? M. Kevin Armstrong. 4.3. Non, je disais que c'était par rapport aux membres, monsieur. À la fin, période de questions, ça me fera plaisir. 4.3. Projet de règlement modifiant le règlement numéro VS-2003-22, interdisant les virages à droite, au feu rouge et à certaines intersections. Donc, c'est la mise à jour annuelle du registre des interdictions de virer à droite sur les feux rouges. Entre autres, vous avez Bégin versus Angoulême, le boulevard Saguenay versus la rue de l'Hôtel-de-Ville, le boulevard Talbot-Barrette versus Roitelet et Université versus Newton. Qui propose la... Alors, Mme Brigitte Bergeron. Parce que c'est très dangereux dans ce coin-là, là, sur le boulevard Sainte-Geneviève, à l'intersection de Saint-Jérôme. Faire une demande auprès du ministère pour faire interdire le virage à droite quand tu es sur Saint-Jérôme puis tu veux tourner vers le boulevard Sainte-Geneviève. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont à l'école, qui sont à l'école Charles-Gravel, qui vont dîner le midi chez Subway, puis ces places-là, puis c'est très dangereux. Fait que faire une démarche auprès du ministère pour... Je vais juste vérifier quelque chose au niveau technique. Ouais, parfait. Alors, comme disait M. Boivin, on est en avis de motion. Okay. Ça va nous permettre de faire l'étude technique et de la rajouter lorsqu'on va voter. C'est beau. Merci. Donc, proposer, c'était parfait. 4.4. Projet de règlement modifiant le règlement numéro VSR-2006-17 ayant pour objet la protection et la mise en valeur du patrimoine religieux de Ville de Saguenay. Donc, sur la demande du propriétaire, résidence funéraire Cal-Savard, il est proposé de retirer le statut patrimonial municipal de l'ancienne église Notre-Dame-de-Grâce. Le CCU de Ville de Saguenay, d'ailleurs, le recommande. Donc, qui propose l'avis de motion? Monsieur Jonathan Tremblay. 4.5. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VSR-2014-54 fixant la tarification générale sur l'ensemble du territoire de Ville de Saguenay et abrogeant tout règlement ou toute disposition de règlement antérieur incompatible. Donc, ce règlement-là, c'est la mise à jour annuelle du règlement de tarification générale. Les tarifs pour l'accès aux équipements sportifs tels que la natation, le patinage, la location de glace, la location de terrains sportifs extérieurs, la location de certains locaux et les tarifs de bibliothèque. Tout ça, c'est majoré d'environ 1,4 %. Il y a également la tarification pour l'utilisation du quai d'accueil des navires de croisière qui a été majorée selon les prix du marché. La tarification pour le vol, bris et dommages de bacs roulants et pour le centre de traitement des boues de fosses septiques ont été ajoutés. Il n'y en avait pas antérieurement. Notez que le projet de règlement indique tous les anciens tarifs. Donc, pour consultation, c'est beaucoup plus facile. Je demande qui propose M. Éric Simard. 4.6, projet de règlement ayant pour objet de décréter l'acquisition et l'installation de compteurs d'eau, de matériaux et d'équipements et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt. Je demanderai à M. Michel Nepton de s'avancer pour expliquer à la population l'ensemble du dossier.
Ils sont là. Bonjour. Peut-être essayer d'être bref dans ce beau et grand dossier qui est les compteurs d'eau. On ramène ça au niveau de l'économie d'eau potable. C'est une obligation qu'on a. L'ensemble du Québec avait comme objectif, ce qui était ciblé par la stratégie d'économie d'eau potable, de faire en sorte de réduire au moins 20 la quantité d'eau distribuée par personne en date de l'année 2001, l'année de référence. De plus, il fallait diminuer la réduction des taux de fuite pour l'ensemble du réseau de distribution d'eau potable devait être un maximum de 20 ainsi qu'un maximum de perte de 15 mètres cubes par jour par kilomètre. Comme le Québec, au grand complet, n'a pas réussi à atteindre les objectifs, toutes les municipalités ont été dans l'obligation de valider, dans le fond, devaient valider s'ils atteignaient ou pas les objectifs. Et Ville de Saguenay n'atteignait pas non plus ces objectifs-là. Ce qui fait en sorte que depuis ce temps-là, depuis janvier 2015, Ville de Saguenay est maintenant réduite se doit d'installer des compteurs d'eau dans tous les ICI ainsi que dans un échantillon de résidences. Suite à ça, le ministère a donné certains allègements au niveau de la stratégie de déploiement de ces compteurs d'eau-là. Puis, dans le fond, Mme la mairesse, aujourd'hui, ce qu'on vient vous voir, c'est d'être capable de commencer nos étapes d'acquisition de compteurs d'eau, le but du règlement d'emprunt en tant que tel. Ce que je comprends, M. Lepton, c'est que les compteurs d'eau, on doit les obtenir pour pouvoir justement avoir la lecture exacte de ce que l'on consomme à Saguenay pour pouvoir procéder à des rectifications suite aux lectures qu'on va obtenir, parce qu'en ce moment, on manque d'équipement pour savoir d'où l'on part. C'est exactement ça, Mme la mairesse. Donc, en ce moment, la distribution d'eau est calculée, c'est tous les institutions, les commerces et les industries qui consomment. Évidemment, tous les citoyens qui sont ici présentement, ainsi que les pertes d'eau dans le réseau. En ce moment, tant qu'on n'a pas de compteur d'eau, c'est impossible pour nous de déterminer qu'est-ce qui est consommé par les utilisateurs. Donc, tout revient en perte d'eau dans le calcul du ministère. Donc, comme tout est en perte d'eau, on a des résultats qui paraissent beaucoup négatifs, mais les compteurs d'eau vont nous servir entre autres à ça. Donc, le fait que je n'ai pas cet équipement-là dans mon réseau me pénalise par rapport à ma lecture au niveau de ma performance. Exactement. Et ça pourrait ramener la donne d'une façon bénéfique pour l'ensemble de ma ville et arrêter de mettre une pression indue par rapport au fait que si je ne me conforme pas, si je n'ai pas des résultats probants, je risque de perdre mes subventions. Écoutez, Mme la mairesse, vous comprenez très bien la situation. C'est qu'en ce moment, c'est une clause d'éco-conditionnalité de mettre en place les compteurs d'eau pour les municipalités qui n'atteignaient pas les objectifs ciblés par le ministère. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Oui, Mme Dufault. En fait, ce n'est pas une question, mais plus une précision pour les gens, parce que notre responsable a parlé de ICI. Donc, peut-être expliquer aux gens qu'est-ce que le ICI. Institutions, commerce et industrie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des membres? Oui, M. Côté. Oui, c'est un dossier très chaud. On en a discuté beaucoup tout à l'heure. Puis c'est un dossier qui va, je pense, qui préoccupe déjà plusieurs citoyens. Puis je voudrais juste spécifier, parce qu'on en a discuté tout à l'heure, que à prime abord, c'est un dossier qui va s'échelonner sur 3 ans, mais qu'on va commencer par les ICI, donc les institutions commerce et institutions commerce et industrie. Et c'est une obligation, là, on n'a pas le choix, on ne peut pas s'en sortir. Puis pour ce qui est question des résidences, il y a une analyse qui va être faite pour voir quelle option on va prendre, parce qu'il y a une option de mettre des compteurs d'eau, ou il y a une option aussi, une autre option que par secteur. Et rendu là, je pense que nos services vont faire une analyse, puis on va regarder. Donc, juste avertir la population et surtout les résidents qu'on ne va pas mettre des compteurs d'eau sur chacune des maisons. Puis ça, c'est important pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur l'action qu'on pose ce matin en allant vers l'achat de compteurs d'eau. Merci. Monsieur Lepton, pouvez-vous expliquer la différence entre le fait qu'on pourrait placer un équipement pour permettre de lire à partir d'un quartier au lieu d'y aller de façon individuelle?
La différence, c'est que c'est un assouplement. Donc, le ministère nous permet de faire ce qu'on appelle la sectorisation, de sectoriser des quartiers proprement dit d'une certaine quantité de résidences. Donc, au lieu de mettre en place un compteur, les 380 compteurs, parce que c'est 380 compteurs qu'on a à mettre dans les résidences, faut segmenter chacun des quartiers pour être capable de déterminer sur la moyenne de consommation de ce dit quartier-là avec le débitmètre qu'on aura installé en place. Évidemment, comme M. Côté l'a mentionné, ça a un état de côté positif et également de côté négatif, autant administratif que technique, qui pourra être regardé en tant que tel. Une chose qui est quand même positif au niveau techniquement parlant, d'avoir une consommation résidentielle proprement dit et non pas sectorielle, c'est que c'est beaucoup plus facile pour nous d'associer le débit consommé à une résidence donnée en tant que telle, qui nous permet d'avoir un meilleur échantillonnage sur l'utilisation de l'eau potable qu'en fait nos résidences et nos citoyens en tant que tels. J'aimerais également que vous nous donniez l'information, si on n'installe pas ces compteurs-là, quelles seraient les conséquences? J'ai parlé de conséquences, mais pouvez-vous nous les détailler? Comme j'ai mentionné tantôt, à tout chiffre confondu qu'on pourra mettre sur la table, c'est la clause, entre autres, d'éco-conditionnalité qui est présente au niveau du ministère. Donc, de l'accessibilité à différentes sources de subventions gouvernementales qui risquent de nous être privées. Donc, entre autres, un coût rapide qu'on a fait cet été qui est relié au dossier FEPTE, donc qu'on a cherché plusieurs millions de dollars pour faire la réfection de plusieurs rues. On n'aurait pas eu accès à ça si on ne remplit pas notre clause d'éco-conditionnalité. Même chose, le retour de taxe sur l'essence on est en train de faire la réfection de l'usine de production d'eau potable de Chicoutimi. On a fait l'usine, on fait également l'usine d'épuration Labbé en ce moment. On a fait les puits à Labbé. On a une quantité, une panoplie. C'est à hauteur de 10 à 12 millions par année juste sur la taxe sur l'essence. Et j'en passe d'autres que vous connaissez également au niveau des offres de subventions qu'on a. Je crois que Mme Julie Dufour avait une question. Bien, en fait, c'est juste pour résumer, pour voir si je comprends bien, Mme Néron. Grosso modo, on a une obligation gouvernementale et pour le simple et unique objectif d'améliorer nos réseaux d'eau potable parce que ça a un coût pour tous les citoyens, la production d'eau potable, et que la volonté, même s'il y a en institut et en commerce, c'est une chose, mais qu'au bout de 3 ans, oui, il y a un échantillonnage, puis il y a plusieurs façons de le faire dans les résidences privées, mais l'objectif, encore là, n'est pas de taxer le citoyen pour une consommation d'eau, mais bien au contraire, de s'assurer que notre réseau d'eau, bien, on l'améliore en temps réel. Donc, je pense que ce sujet a été utilisé dans une campagne politique de façon politique. Aujourd'hui, je crois que les gens ont l'information et ce qui est important, c'est qu'ils sachent qu'on s'occupe de leur réseau. Donc, je ne sais pas si je résume bien la chose et j'ai oublié quelque chose. Et je rajouterais que l'équipement qu'on doit acquérir est un équipement nécessaire pour connaître justement l'état de la situation de notre réseau et nous aider à poser les gestes, les bons gestes, dans le but de bien gérer notre argent. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que M. Peterson? Excusez-moi. J'ai une dernière intervention concernant justement ce dossier-là. À prime abord, je n'étais pas vraiment chaud à voter à l'idée de mettre des compteurs d'eau pour la ville, mais finalement, avec les conséquences qu'on aura, je pense que c'est important qu'on ait ces choses-là. Deuxième chose, c'est qu'il faut s'assurer que ça va être à coût zéro pour les citoyens, parce que je ne pense pas que mettre des compteurs d'eau, éventuellement, ça va nous amener automatiquement à taxer les citoyens là-dessus. Mais il y a une obligation qu'il faut qu'on demande au gouvernement du Québec, c'est que si nous, on réussit à se conformer là-dessus, bien, je ferais peut-être qu'on envoie une communication au gouvernement de se dépêcher de travailler avec le fédéral pour mettre en place un autre programme sur la taxe sur l'essence. Parce que si ce n'est pas réglé, on va avoir un trou noir là où on n'aura pas d'argent pour réparer nos infrastructures. Je pense que c'est important que la Ville fasse une démarche auprès du gouvernement du Québec, parce que c'est le gouvernement du Québec qui a la clé, pour qu'on parte un autre programme sur la taxe sur l'essence. Merci. Je peux vous dire que lors de ma rencontre avec les membres du CA de l'UMQ, il y en a été question. J'entends porter le message haut. Merci. Monsieur Martin. Oui, Madame la Présidente, je suis d'accord avec mes confrères. Par contre, c'est un avis de motion. Puis il faut prendre garde parce qu'avec l'avis de motion, lorsqu'on va accepter le règlement, moi, je veux que ça soit bien clair. Parce que la journée qu'on instaure des nouveaux équipements, ça veut dire que dans le bout de la ligne, il y a des taxes qui s'en viennent.
Puis je le sais présentement, ce n'est pas notre but, mais il faut surveiller ça de très, très près parce que le gouvernement, c'est une taxe déguisée qui a remis aux villes, puis les villes, ben, à bonne escience, un jour ou l'autre, on va se ramasser qu'on va en avoir besoin. Fait que moi, je voudrais, là, lorsqu'on va appliquer le règlement, que ça soit bien clair pour la population, puis que ça fasse en sorte aussi que la population n'ait pas à payer le coût par rapport à un règlement qu'on va passer ici. Je vous remercie. Merci. Qui propose l'avis de motion? Monsieur Peterson. Le point, on est rendu au point 4.7. Donc, ce qu'on appelle un règlement parapluie, le projet de règlement ayant pour objet de décréter des travaux permanents reliés à l'exploitation d'hydrojonquières, d'alimentation en électricité, d'aménagement de parcs ou de berges, de traitement d'eau, des eaux, d'aqueducs, d'égouts, de pistes cyclables, de conduits souterrains, de pavages, de chaînes de trottoirs, de chaînes de rues, de trottoirs, d'éclairage et de signalisation routière, et l'acquisition de gré à gré ou par expropriation de terrains ou de servitudes requises pour l'exécution de ces travaux permanents et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt. Donc, c'est un projet de règlement général dont les règles sont prévues au décret de constitution de Ville de Saguenay. Je vous explique un peu à quoi ça ressemble, là, parce que ça a l'air d'inclure un peu n'importe quoi. Ces règles permettent à la Ville de procéder à l'adoption d'un règlement d'emprunt en termes très généraux, ce qu'on appelle un règlement parapluie. Cet emprunt-là est en lien direct avec notre plan triennal d'immobilisation qu'on va adopter vers le 20 décembre. Donc, on est capable de procéder immédiatement à l'emprunt de 20 millions de dollars, qui est remboursable sur 20 ans, pour procéder à des travaux de toute nature. Je tiens à rassurer les gens, aucune dépense ne sera opérée avant que le conseil municipal n'ait décrété par résolution la manière dont on va dépenser cet emprunt-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet argent-là va nous permettre de réaliser les travaux prévus au triennal. Donc, je demande qui propose l'avis de motion. Monsieur Michel Tremblay. 4.8, projet de règlement ayant pour objet de créer une réserve financière afin de pourvoir aux capitaux nécessaires aux fluctuations tarifaires relatifs à l'achat d'énergie et à l'achat d'équipements d'hydrojonquières. C'est une des propositions du rapport du comité de transition, je fais remarquer. C'est une question de gouvernance responsable, question de, justement, ne pas vivre sur une richesse, je vous dirais, qui serait gonflée une année, mais qui ne se réaliserait pas l'année d'après. Donc, on essaie de régulariser. Donc, c'est un règlement qui permet à la Ville de constituer une réserve financière afin de pourvoir aux fluctuations tarifaires relatives à l'achat d'énergie et à l'achat d'équipements d'hydrojonquières. Cette réserve-là va être plafonnée à 2,5 millions de dollars et fera l'objet d'une réévaluation à tous les 5 ans. À chaque année, à compter de l'exercice financier 2017, une somme de 500 000 $ sera versée dans la réserve. Cette réserve proviendra des surplus budgétaires de l'activité du réseau électrique. Donc, qui propose l'avis de motion? Monsieur Simon-Olivier Côté. 4.9, projet de règlement ayant pour objet de créer une réserve financière afin de pourvoir aux capitaux nécessaires à la réfection des infrastructures désuètes. Encore là, proposition du comité de transition dans son rapport. Question justement de nous obliger à réserver des sous pour prendre soin de nos infrastructures, donc d'être responsable comme conseil de ville. Donc, ce règlement-là permet à la Ville de constituer une réserve financière afin de pourvoir aux dépenses nécessaires à la réfection des infrastructures désuètes. Elle va être plafonnée à 5 millions et fera l'objet d'une réévaluation tous les 5 ans. Chaque année, un montant sera versé dans ce fonds. Le fonds servira uniquement, donc on ne peut pas prendre cet argent-là pour faire autre chose, à la réfection d'infrastructures désuètes, soit la chaussée, les aqueducs, les égouts, les trottoirs, les pistes cyclables ou autres, selon la volonté du comité exécutif.
jusqu'à présent. On verra si les pouvoirs seront décrétés au conseil municipal, mais pour l'instant, c'est le comité exécutif qui a ces pouvoirs-là. Le comité exécutif prendra ses décisions suite aux recommandations de la Commission des travaux publics ou de l'aménagement du territoire, du génie et de l'urbanisme. Qui propose Monsieur Martin Hervé, excusez-moi. Donc, c'est terminé pour ce qui est des avis de motion. Si on passe au point 5, adoption de règlement. Premier règlement, règlement numéro VSRU 2017-134, ayant pour objet de modifier le règlement VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. Donc, c'est un règlement qui modifie le règlement de zonage en matière afin d'autoriser les gîtes du passant dans les centres-villes. Ce projet a été longuement discuté en commission et a fait l'objet d'un consensus. Donc, qui propose et qui seconde l'adoption de ce règlement-là? Monsieur Simon-Olivier Côté propose, Madame Julie Dufour seconde. Affaires générales, 6.1. Comité et commission de nomination. Alors, vous avez eu, je vous dirais que c'est déjà pas mal su, là, la composition de tous les comités et commissions internes à la Ville. Donc, vous le savez, ça fait l'objet de réunions entre nous. On en est venu à un consensus. Vous avez l'ensemble de l'œuvre, sauf qu'il faudrait ajouter au texte l'information suivante. Au niveau du maire suppléant, la personne qui a été désignée, c'est M. Michel Potvin. Donc, je demande qui propose et qui seconde. M. Jonathan Tremblay, M. Michel Tifo. 6.2, Bureau de l'Ombudsman. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'on m'a dit que la semaine passée, ce n'était pas clair nécessairement. Ça va? C'est correct? Parfait. Donc, 6.2.1, démission de M. Rodrigue Lessard. Donc, on dépose devant le Conseil la lettre de M. Lessard qui nous annonce son départ le 1er janvier 2018. Ça fait 12 ans que M. Lessard occupe le rôle d'ombudsman dans notre ville et j'aimerais profiter de l'occasion pour le remercier pour ses services et je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement. Donc, j'aimerais que quelqu'un propose et seconde la motion de remerciement à l'égard de M. Lessard. M. Jean-Marc Crevier, M. Jonathan Tremblay. Ça nous amène au point 6.2.2, concours. Donc, considérant le départ à la retraite de M. Lessard, il est tout à fait opportun de procéder à un concours. Pour le faire en toute transparence, on propose de confier cette mission à la Commission des ressources humaines, qui procédera à la sélection et donnera une recommandation au conseil municipal. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose et qui seconde? Madame Brigitte, Monsieur Éric Simard. 6.3. Concours vérificateur général. Donc, considérant, tout le monde le sait, M. François Gagnon, qui a été nommé par le ministère comme vérificateur général, quittera ses fonctions le 31 août prochain. Le Conseil, on considère qu'il est tout à fait opportun de demander à la Commission des ressources humaines de procéder à l'ouverture d'un concours pour le choix d'un nouveau vérificateur général et de procéder à la sélection afin d'en faire une recommandation au conseil municipal. Donc, j'aimerais savoir qui propose, Madame Julie Dufour, et qui seconde, Monsieur Martin Hervé. 6.4. Déclaration d'intérêt pécunier des membres du conseil. Je demanderai à Maître Dion de nous faire le bilan.
Oui, alors l'ensemble des membres du Conseil a déposé sa déclaration d'intérêt, sauf M. Potvin qui est arrivé à la toute dernière minute tout à l'heure et qui n'a pas pu me la donner. M. Crevier également. Donc, je leur demanderai pour le prochain Conseil ou Conseil extraordinaire de déposer leur déclaration d'intérêt. Sinon, tous les autres membres du Conseil, c'est fait. Donc, pour ce qui est des séances ordinaires du Conseil municipal de 2018, l'horaire des séances a été établi en alternance d'un arrondissement à l'autre. Il sera disponible, j'imagine, au niveau public. Parfait. De toute façon, il y a un avis public dans les journaux aussi. Parfait. Il était question peut-être dans nos discussions de mettre ça tout à Jonquière parce qu'ils sont équipés pour les personnes handicapées. Puis moi, en bas, puis c'est le fun, on peut parler maintenant. En bas, j'ai clairement démontré que j'aurais été contre le principe parce que je pense qu'à à la baie et à Chicoutimi, on doit avoir nos séances du Conseil Grande-Ville en alternance. Puis, habituellement, quand on avait une personne handicapée qui voulait assister à la séance, on a toujours 2 pompiers qui sont là, qui peuvent venir, ou on a déjà nos policiers, puis même de ça, je peux même donner mon nom pour les aider. Puis, je vous rappellerai qu'on a un programme qui s'appelle le PAIPH, le programme d'adaptation de nos locaux pour les handicapés. Bien, on pourrait s'en servir pour modifier l'hôtel de ville de Chicoutimi et l'hôtel de ville de la baie pour qu'on puisse éventuellement être capable de, ou même aller ailleurs à la baie, parce qu'il y a une proposition qui est sur la table, là, bien, pour qu'on puisse se rendre conforme. Je vous remercie. Alors, tel que spécifié par M. Peterson, c'est un dossier qu'on va regarder parce que le Conseil, on est bien conscient que pour les gens à mobilité réduite, ce n'est pas évident nécessairement d'aller au Conseil dans certaines des salles. Donc, il va y avoir une étude de fait à savoir où est-ce qu'on pourrait aller. Il y a également au niveau de la sonorisation, hein, le fait que souvent les gens ne nous entendent pas. Et je vous dirais que même entre nous, parfois, moi, pour avoir été assise de ce côté-là, c'est pas toujours évident de vous entendre et de s'entendre entre nous. Ce qu'on a convenu, c'est que pour le moment, on votait les choses comme elles ont toujours été, mais qu'on analyserait la chose pour améliorer tous ces aspects-là. Il y avait une proposition à savoir de concentrer les choses dans la salle Pierrette-Gaudreault de Jonquière, d'aménager la salle vraiment au niveau des micros et tout. Mais le dossier va être à l'étude cette année. On va vous revenir avec tout ça. Et ça reste, maintenant, c'est à 19h, je tiens à le spécifier. Ça me prendrait un proposeur, M. Michel Tifo, secondaire, Marc Peterson. 6.6, registre des dons, dépôt. Je donne la parole à Maître Dion. Oui, alors en vertu de la loi, une fois par année, on se doit de déposer le registre des dons, c'est-à-dire que chaque élu, lorsqu'il reçoit un don, une marque d'hospitalité ou un cadeau de plus de 200 $ au cours de l'année, doit faire un dépôt d'une déclaration à cet effet au greffier ou à la greffière. Et c'est en l'occurrence de chaque municipalité au Québec. Donc, j'ai reçu cette année 2 déclarations de 2 élus, soit Mme Julie Dufour et M. Jean Tremblay. Les 2 déclarations ont été déposées au registre à cet effet et aujourd'hui, on dépose publiquement l'ensemble du registre qui comprend que ces 2 déclarations pour cette année. Donc, qui propose? Michel, secondé, M. Marc Bouchard. Michel Tremblay propose. 6.7, ministre des Finances, émission d'obligations, adjudication par délégation de pouvoir, dépôt. Donc, lorsque nos règlements d'emprunt viennent à terme, le ministère des Affaires municipales va sur le marché, fait un appel d'offres et analyse les différentes offres faites par les institutions financières. Donc, ce qui a été obtenu comme résultat, la banque, c'est la financière Banque nationale, pour le renouvellement de près de 80 emprunts datant de 2007 jusqu'à aujourd'hui, pour un total de 60 241 000 et le taux d'intérêt
et de 2,95,322 %. C'est le plus bas soumissionnaire, donc c'est la Banque nationale qui a obtenu le contrat. Qui propose et qui seconde? M. Simon-Olivier Côté, M. Éric Simard. 6.8, demande la fermeture de règlement. Donc, on doit, une fois par année, fermer des règlements d'emprunt. Ça se fait en fin d'année. Alors, on est rendu là. Cette fermeture va faire en sorte d'annuler un solde résiduaire de 32 513 061. Ce fonds-là, ce montant-là va retourner dans le fonds consolidé de la Ville, le fonds général. Donc, qui propose? Je veux juste expliquer. Toutes les sommes, finalement, c'est les sommes, tous les règlements d'emprunt qui ont été votés par le Conseil dans les dernières années, mais qui n'ont pas été utilisés dans les différents projets. Donc, cette somme-là, en ce moment, elle est gelée dans ces règlements d'emprunt-là et elle doit retourner dans le fonds consolidé de la Ville. On libère le montant. Donc, qui propose et qui seconde? M. Jonathan Tremblay, M. Marc Peterson. 6.9, demande pour la fermeture de projet, FDI. Ici, également, c'est encore là, une fois par année, en fin d'année. On doit procéder à la fermeture des projets au fonds des dépenses en investissement. Donc, le solde résiduaire de ces projets vont être retournés encore dans le fonds général de la Ville et c'est un montant de 638 033 $ qui va retourner dans le fonds consolidé. Qui propose? M. Martin Hervé, secondé par M. Marc Bouchard. 6.10, fourrière municipale, demande de désignation. Donc, c'est le complexe automobile Saint-Paul. Cette entreprise-là s'est maintenant qualifiée pour faire partie du regroupement des remorqueurs admissibles à la rotation d'appel au service de sécurité publique. Donc, lorsque des autos sont saisies, ça prend des fourrières pour pouvoir les placer en attendant que la personne puisse faire la démarche pour pouvoir la retrouver. Donc, le terrain choisi par l'entreprise est conforme au règlement d'urbanisme et la fourrière de la compagnie va être située au 1129 boulevard Saint-Paul, dans l'arrondissement de Chicoutimi. Il est donc proposé d'accepter la demande de complexe automobile Saint-Paul. Qui propose? M. Kevin Armstrong, M. Michel Tremblay, second. 6.11, décret de travaux, règlement d'emprunt. Alors ici, c'est qu'on doit accepter que les travaux de réfection de la surface de jeu et mécanique du pavillon de l'agriculture, que les travaux pour 1,7 million soient imputés au règlement d'emprunt VSR 2017-128. Qui propose? Simon Olivier. Qui seconde? Monsieur Michel Potvin. 6.12, cautionnement. Donc ici, on a plusieurs cautionnements qui étaient à renouveler pour différentes corporations, des groupes qui gravitent autour, qui depuis plusieurs années, ont obtenu l'appui quant à leur cautionnement auprès des différentes institutions financières. Je ne peux pas vous cacher que lorsqu'on va, parce qu'on a l'intention comme conseil de faire une politique de dons et subventions, la politique de cautionnement va être quand même, il va y avoir une politique d'insérer dans cette politique de dons et subventions-là. Pour le moment, l'analyse des différentes demandes de cautionnement a été quand même faite par la trésorière de la Ville. Et ce qui a été décidé, pour le point 6.12.1, il y avait une demande de cautionnement de 99 000 $. Il y a eu discussion avec la corporation Saint-François de Jonquière. C'était cette corporation-là qui demandait ça. C'est la Caisse, naturellement, qui demandait à ce qu'on renouvelle la caution. Et la corporation nous a indiqué qu'elle n'avait pas besoin d'autant d'argent en matière de cautionnement. Donc, il a été convenu que la caution serait maintenant de 40 000 $. Pour ce qui est de Jonquière en musique, la demande en caution était de 99 000 $. Il a été convenu qu'on renouvelait pour un an. Donc, pour le moment, on reconduit la caution, mais pour un an.
Corporation du musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du site de la Pulperie. Il y avait une demande de cautionnement de 50 000 $. Donc, il a été convenu avec la corporation qu'on renouvelait le 50 000 $ pour 1 an. Groupe Photomédia International Inc., même chose pour un montant de 60 000 $. Groupe des Écorceurs, ce groupe-là avait un prêt à terme dont le solde est de 99 000 $ qui était cautionné. Donc, on a accepté de cautionner jusqu'en 2022, leur permettre de payer leur prêt à terme. Est-ce que je dois... Donc, qui propose pour l'ensemble des cautions? M. Rénald Simard, secondé par M. Éric Simard. 6.13. Ville de Saguenay, municipalité alliée contre la violence conjugale. On a eu une demande du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres d'adhérer à ce mouvement-là pour dénoncer justement les violences conjugales. Donc, on statue aujourd'hui pour proclamer que la Ville de Saguenay rejoint le mouvement et devient une alliée contre la violence conjugale. Alors, je demande qui propose? M. Michel Thibault. Et secondé par Mme Brigitte Bergeron. Merci. 6.14, ce sont des corrections. Sur certains, il y a eu finalement des erreurs cléricales là, dans certains des règlements. La greffière a toutes les, je vous dirais, elle a le pouvoir de faire les modifications, mais lorsqu'elles sont faites, il faut quand même qu'elle les fasse accepter par le Conseil. Donc, je vais laisser Maître Dion nous détailler pour le 6.14.1 et 6.14.2. En fait, c'est uniquement des erreurs cléricales au niveau des chiffres là, qui ont été mal indiqués dans les règlements d'emprunt et dans l'autre cas, c'est un chiffre qui a été mal indiqué pour un numéro de règlement. Donc, lorsque la correction apparaît à sa face même comme étant une erreur cléricale et que la correction peut se faire d'office, la loi permet au greffier de le faire d'office. C'est ce que je fais, mais je dois évidemment faire rapport au Conseil des corrections que j'ai apportées d'office et c'est ce que vous avez aujourd'hui. Donc, là, en 6.14.1, on doit remplacer à l'article 1 du règlement VSR 2017-97 le montant de 464 324 par le montant 467 324. Dans le 6.14.2, on doit modifier à l'article 1 du règlement VSR 2017-107 le numéro de règlement VSR 2017-88 par VSR-R-2017-89. Et voilà, c'est tout. Est-ce que j'ai besoin? Oui. Qui propose? M. Kevin Armstrong, M. Simon-Olivier Côté, second. Dépôt par la greffière des certificats du greffier et des procès-verbaux de registre de consultation des règlements VSR 2017-125, VSR 2017-127, VSR 2017-128. Donc, c'est le dépôt par la greffière du procès-verbal confirmant la procédure de consultation sur les règlements d'emprunt. Vous savez que la loi oblige l'ouverture de registres permettant aux citoyens de s'exprimer en signant celui-ci dans le but de demander à la Ville de procéder à un référendum. Donc, les 3 règlements d'emprunt qui ont été soumis à la population, à la consultation, pour les 3, aucun citoyen n'a demandé que ces règlements fassent l'objet d'un scrutin référendaire. Donc, ils ont donc tous été transmis au MAMO pour autorisation. Est-ce que je dois... Tout est parfait. Donc, ça termine la séance là-dessus. La prochaine séance du Conseil aura lieu le 15 janvier 2018 dans la salle de l'arrondissement de Chicoutimi. Ça va être à la baie, hein? Je pense ça, je me disais. Alors, à Ville-de-la-Baie, à 19h. N'oubliez pas, 19h. Donc, on est rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, il ou elle est la bienvenue. Il n'y a rien de particulier. Parfait. Donc, on serait rendu à la... Oui, parfait. Je voudrais juste... Bon, ça fait 4 ans que je suis ici au Conseil, puis
Je voudrais juste féliciter la mairesse d'avoir instauré un système où est-ce que démocratiquement, on a tous la parole, parce qu'on a été ce matin quasiment 3 heures en délibération. Puis c'est le fun, c'est vraiment, on sent qu'on a une place autour de la table. Merci, Madame la mairesse. Merci, M. Côté. Je peux vous dire que ça fait juste commencer. Monsieur Grenier. Alors, Serge Grenier, arrondissement Chicoutimi. Alors, ça va dans le même sens. J'ai des fleurs pour vous, Madame la mairesse. Ma première présence devant vous. Alors, je voulais vous féliciter, ainsi que Madame Julie, tout plus particulièrement, pour toutes les deux, votre réélection. Et bravo également aux nouveaux élus, qu'ils soient de l'ERD ou comme indépendants. En ce qui concerne les anciens réélus, les gens connaissent mes positions à leur égard. Cependant, je voudrais être positif. Je note, comme M. Olivier vient de le dire, qu'il y a un vent de changement, que je suis convaincu que tout le monde embarque dans le système. Alors, bravo. Alors, c'est un commentaire. Incidemment, une petite suggestion. J'ai noté dans d'autres villes qu'à la période des questions, les gens, la présidente ou la présidente demandait si c'était un commentaire ou une question. En d'autres mots, il n'était pas nécessaire de poser une question. Alors, c'est une petite suggestion que je fais, là. Par contre, j'ai une question. Je viens de donner mon commentaire. J'aimerais savoir, il y a quelques jours, vous avez tenu une séance, tous et toutes, qui s'appelait « Assermentation ». Moi, j'ai conclu ça comme étant l'officialisation de votre mandat, du début de votre mandat. Mais tout de même, l'expression « assermentation », j'aimerais savoir la signification que ça représente pour des politiciens, politiciennes comme vous autres. Est-ce que c'est seulement symbolique ou est-ce qu'il y a un aspect légal de relié à l'assermentation d'un conseiller, une conseillère? Écoutez, je pense qu'il y a des deux là-dedans, à savoir qu'à un moment donné, il faut procéder pour pouvoir justement dire qu'on a le droit de siéger, on a le droit de procéder. Mais c'est sûr qu'il y a également un aspect, d'ailleurs, vous l'avez vu, il y avait un aspect protocolaire à tout ça, exactement. Il y avait l'ensemble des gens qui sont proches des les proches des différents conseillers et conseillères qui ont été assermentés. Fait que je pense qu'il y avait aussi un aspect famille, un aspect partage, un aspect... Bien là, c'est vrai, c'est la réalité, ensemble, parce que vous comprenez que quand on est élu, on est chacun de notre côté. Ensemble, bien, ça se passe, et le conseil, d'une certaine façon, fait une première activité tous ensemble. C'est que je pense qu'il y a les deux, M. Grenier. OK. Vous noterez que ma question oui, était... Il y a un aspect légal, puisqu'on signe aussi, là, c'est vraiment du sérieux aussi. Vous noterez que ma question s'adresse à vous ici, oui. mais en réalité, elle serait d'ordre général envers tout politicien. Je trouve que vous comprenez, j'imagine, ce que je veux sous-entendre, c'est qu'au niveau politique général, il y a un laxisme à ce niveau-là. On dirait que ça ne veut rien dire. Les gens ne respectent pas leur serment et ça serait sans conséquence. Puis je trouve que comme citoyen, comme payeur de taxes, c'est désolant, là, ça nous désoriente en disant, il me semble que quand il y a un code d'éthique, entre autres, ou qu'un serment a été prêté, c'est que dans mon esprit, c'est très important, là. Au même titre que devant un juge, on va dire qu'il va y avoir faux témoignage et il y a des conséquences légales. Alors, peut-être que vous aurez d'autres précisions à me donner plus tard, mais en tout cas, pour le moment, ma question est posée. Monsieur Grenier, je vous laisserai la possibilité de venir poser des questions lorsque vous jugerez qu'on s'éloigne de justement nos obligations et notre serment. Merci. Ça me fait plaisir. Bonjour, mon nom est Gilles Lapointe de Jonquière. Félicitations à notre nouvelle mairesse et aux autres nouveaux élus. Je désire souligner le mérite des membres de l'ERD qui ont tenu tête au maire et à son clan au cours de nombreuses années, des dernières années.
en posant des questions et en proposant des résolutions qui, même si elles étaient sensées, intelligentes, étaient rejetées du revers de la main parce qu'elles allaient contre la façon de faire de notre maire. L'on parle ici de décisions, souvent de propositions qui étaient sensées, je le répète. On parle ici du budget annuel à approuver qui n'était remis aux conseillers que quelques minutes avant leur approbation, de la possibilité de débattre d'un projet avant l'Assemblée publique. C'est des demandes toujours de ces personnes-là. De la possibilité de discuter de décisions prises par le comité exécutif. Je suis très heureux que le MAM, le ministère des Affaires municipales, fasse enquête et j'espère que celui-ci ne rendra pas de décisions farfelues, du type que je ne peux rien faire. Le ministère a un rôle de chien de garde des municipalités. Les élus doivent agir avec prudence, diligence, en bon père de famille, si on veut. Le maire avait le conseil sous son emprise. Tous les conseillers chum avec le maire léchaient les bottes de celui-ci afin d'obtenir des responsabilités qui leur apportaient quelques dollars de plus. Pour ce, ils étaient prêts à voter pour ou contre telle proposition au bon gré de notre maire, même si leur vote n'était pas dans l'intérêt des citoyens. Le thème du maire aurait dû être changé pour « Les citoyens paieront d'abord, ensuite on verra ». Il ne faut pas oublier que le maire a licencié le nouveau DG dès son arrivée au pouvoir, caprice qui nous a coûté environ 1 million de dollars. Tous les contrats consentis à des conditions très avantageuses à des employés amis de notre maire, à quelques mois de son départ, peuvent certainement être renversés. Plusieurs points peuvent être évoqués. 1. L'élu, et incluant notre maire, doit agir avec prudence, diligence. 2. Il n'a certainement pas le pouvoir de consentir et ou signer n'importe quoi. 3. Des décisions folles prises à quelques mois de son départ pour mettre du sort dans l'engrenage de la nouvelle administration sont certainement contestables. Si le MAM ne joue pas son rôle, Madame la mairesse, préparez-vous à nommer de vos amis à des postes cadres, à des conditions supérieures au marché. Jamais. Et pourquoi pas pour 50 ans? Tout est possible. Pour terminer, j'aimerais revenir sur le poste occupé par Fabien Ovington, personnage qui a floué les contribuables et à qui on a donné comme punition un poste très bien rémunéré sans qu'on considère d'autres candidats. Si l'on peut le licencier, s'il n'y a pas de contrat blindé naturellement, on ne le sait pas encore là, faisons-le, ouvrons le poste et celui-ci pourra postuler pour son ancien poste s'il a les qualifications pour celui-ci, sans considérer l'expérience alors qu'il a hérité lors de son poste fait par cadeau. C'était un peu ce que je voulais vous passer comme message, puis dire à Manet, Fabien Ovington, est-ce qu'on pense le licencier ou on va simplement regarder le travail exécuté depuis qu'il est en place? Ah, c'est votre question. Oui, je termine par cette question-là. Je vais vous dire, comme je l'ai dit à tous ceux qui m'ont posé des questions au niveau du personnel, de tout l'ensemble du personnel. Il y a au niveau des OSBL, il y a des rencontres qui vont être faites avec la Commission des finances. Il y a des objectifs. Ces gens-là vont avoir des comptes à rendre. Il y a des objectifs qui vont être faits. Et si les gens n'ont pas les compétences, ne font pas le travail, eh bien à ce moment-là, il y aura des dispositions de prise. J'ai compris que vous pensiez faire ça. Mais moi, je me dis, ce poste-là, normalement, il n'aurait pas été censé lui être donné. Est-ce qu'on repense à cette possibilité-là de dire on limoge et on ouvre le poste comme il aurait dû être fait? Vous allez comprendre qu'en ce moment, les différents organismes, ce n'est pas tout le monde qui ont été rencontrés. Donc, on procède. Puis, il n'y a aucune décision en ce sens qui est sur la table en ce moment. On va faire les choses de façon respectueuse. Parfait, merci. Merci. On ne slack pas, on slack. Félicitations à tout le monde, surtout vous, Mme Néron. Si le vote se prendra encore aujourd'hui, probablement que ça montera encore plus haut pour votre résultat.
Fait que, moi, j'espère qu'on peut compter sur tout le monde en entour de la salle ici qui a été élu, de l'honnêteté, je l'ai marqué ici, là, très bien marqué. Je veux avoir de l'honnêteté, au moins pour ce mandat-là. Excusez, Mme Néron. Madame Néron, est-ce qu'on pourrait avoir votre nom, s'il vous plaît, monsieur? Excusez, Jean-Marc Pelletier, Chicoutimi-Nord, dans le coin. Ensuite de ça, vu qu'on a déterré bien des choses, est-ce que, moi je ne sais pas, là, je pose la question, est-ce qu'il y a possibilité de porter plainte pour complot et même gangstérisme? On peut aller jusque-là, là. Ça ressemble à ça, là. Dans mon livre à moi toujours, là. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais en tout cas. Après ça, pour les compteurs d'eau, est-ce que c'est pertinent? Tantôt, vous avez dit oui. Puis, est-ce que le compteur d'eau va compter juste la bonne eau ou l'eau de moindre qualité aussi? Parce que Chicoutimi-Nord, c'est une secousse qu'on a eu de l'eau un peu so-so. Puis, pour la mesure, moi, je serais pour la mesure de quartier et non de maison. Parce que tout le monde part en vacances aussi ou ça, tu n'auras jamais de la bonne mesure pareille. Fait que si tu prends le quartier, tu vas avoir l'ensemble pour vous donner la dépense d'eau officielle. Ça fait que demain, vous allez avoir des vrais chiffres pour la dépense d'eau. Après ça, plus tard, bien là, ça peut s'étendre ailleurs. Ça va? Je peux répondre? Ça va très bien. Donc, je vais vous dire par rapport à vous relatez là, la possibilité de poursuivre ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut attendre d'avoir l'ensemble de l'œuvre. Puis s'il y a quelque chose, mais pour le moment, on ne peut pas statuer là-dessus. Il faut faire attention. Oui. Si les contrats qui ont été signés l'ont été de façon légale, même s'ils sont très généreux, oui. Vous comprenez que c'est difficile, mais on verra en temps et lieu. D'accord. D'accord? Pour ce qui est de votre suggestion de placer des compteurs par quartier, soyez sûr que les analyses vont être faites justement pour favoriser, faire en sorte que notre eau, que la mesure que l'on prend soit la plus juste pour que justement vous arrêtiez d'avoir des eaux, qu'on ait les subventions requises pour pouvoir réparer nos égouts, nos aqueducs. Quand vous avez de l'eau, vous ayez de l'eau de qualité. Mm-hmm. OK. Est-ce que je réponds à votre question? Oui. Ensuite de ça, j'aurais un autre point. C'est pour la neige pour les boîtes à mal. Là, M. Trudeau, il n'est pas fixé encore. Il ne sait pas s'il va remettre les facteurs, bien, s'il laisse les boîtes, on ne sait plus. Oui. Moi, depuis qu'ils sont implantés chez nous, moi, la gratte, ils pèlent la neige dans la rue, puis après ça, moi, la gratte me ramène ça dans mon entrée. Puis j'ai pas d'entrepôt pour mettre la neige, là. Là, je suis obligé de me mettre des miroirs en face pour sortir de mon entrée l'hiver. Là, il n'y a pas de problème, là, mais quand c'est l'hiver, là... Je vais vous proposer de donner votre nom à M. Tremblay. Il va pouvoir peut-être... je vais laisser M. Tremblay me répondre. Bonjour. En même temps, je suis comme en conflit un peu. Je travaille pour Poste Canada en plus. Okay. Mais ça, le dossier des déneigeurs de boîte à mal, c'est vraiment à Poste Canada qu'il faut faire des plaintes. Mais si vous avez vraiment des problèmes, je le sais qu'ils ne vous répondent pas, là, je suis d'accord avec vous. Là. Si j'ai eu des réponses niaiseuses, c'est de Poste Canada. Non, OK, mais là, quand vous avez des problèmes, vous avez des preuves, tout ça, appelez-nous au travaux publics, appelez-moi, ça va me faire plaisir. On va aller voir avec un de nos contremaîtres. Si on a des démarches à faire contre les déneigeurs, on va le faire. Ouais. Mais contactez-moi, on va s'occuper de ça. Parce que là, moi, ici, aujourd'hui, j'étais là pour des vraies réponses, même que je l'avais mesuré, là, à partir du coteur, il y avait 7,5 pieds de neige dans la rue. Mais c'est le même règlement pour les déneigeurs de boîte à mal que pour les déneigeurs privés. C'est le même règlement. S'il y a des problèmes, on va les régler. Ensuite de ça, j'ai téléphoné aux polices l'hiver passé pour me faire une chose officielle. Bien, ils n'ont pas daigné de venir à ma demande. Ils ont dit, on ne se dérange plus pour la neige dans la rue comme telle. C'est ça. Tu sais, ils nous prennent un peu pour des nonos un peu partout. Là. Poste Canada en premier. Après ça, ben là, je ne peux pas faire de rapport officiel. Ça fait qu'on est menotté là. Fait que moi, je pèle ma neige, puis je la monte en haut. Vous me donnerez votre nom puis votre adresse. Puis moi, là, en tout cas, j'ai des contacts des deux bords, je pense. Là. Je vais essayer de régler votre problème, puis on va parler à Poste Canada. Okay. Soyez pas inquiets. Dernier petit point vite fait. C'est pour la vitesse. Il y a beaucoup de trappes à rat encore pour se faire pogner au gun. Tu sais, moi, par jour, là, je reste à Chicoutimi-Nord, je passe au moins, surtout l'été, au moins 3 à 4 fois au gun par jour. Ça fait que j'ai plus de chances de me faire pogner à un moment donné. Oui, pas parfait. Hein? Bon, est-ce qu'on peut avoir aussi des codes de vitesse qui soient raisonnables? Parce que là, ils veulent tous mettre les quartiers à 30, ils veulent descendre ça à 50. Tu sais, à un moment donné, à Chicoutimi, il faut qu'on roule. Là. Alors, bien, on va se faire des parkings, puis faites-nous des parkings en dehors, on va se parquer, puis on va marcher à pied partout. Il faut qu'on soit capable de rouler. Je vous remercie.
Je vous remercie. C'est pris en note. Écoutez, il y a M. Simon-Olivier Côté, M. Marc Peterson qui voudrait répondre à... Oui, bonjour, monsieur. En passant, je suis votre conseiller municipal. Des fois, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'appeler, puis on va faire des suivis. Oui. Je vais vous donner un petit peu d'informations concernant le grattage des boîtes à mal. Là. Oui. J'ai brossé un petit peu le dossier. Le contrat, il est donné provincialement à quelqu'un. Si je me rappelle bien, c'était Lavalin qui avait ça pour toute la province. Puis lui, il donne ça à des mandataires régionaux. Oui. Puis semble-t-il que selon ce que j'ai su, ça serait quelqu'un de Saint-Honoré qui aurait le contrat pour donner toute la région. Le problème, c'est qu'il devrait faire affaire avec les déneigeurs de quartier qui ont des souffleuses, mais ils donnent ça à des gens qui ont des grattes qui sont en avant. Là, c'est exactement ça. Puis, il fourre la falaise avec sa gratte. Puis moi, justement, j'en ai une en avant de chez nous, une boîte à mal, puis à un moment donné, après une tempête, ils distribuaient ça à ses voisins. Là. Fait que là, je l'avais averti de ne pas faire ça. Puis c'est vrai que ce que Michel dit, c'est qu'il faut vraiment que vous fassiez des plaintes à Poste Canada. Oui. Merci. Il y a le service urbaniste aussi qui a travaillé beaucoup avec le Poste Canada dans le temps. Malheureusement, j'étais là aussi. Aucune bonne réponse. Il y a M. Michel Tifo qui voulait aussi répondre. Michel Tifo, oui. Pour répondre à votre question pour la vitesse, je vous comprends sur les boulevards. Oui. Mais moi, dans ma campagne électorale, là, ça a été unanime. Oui. Dans les quartiers, les gens veulent que ça ralentisse. Oui. Et je vais en faire mention à un certain moment donné. Je vous comprends, M. Tifo, dans le sens que si c'est 50 et qu'il y en a qui roulent à 70, ça, c'est pas tolérable. Mais par contre, si tu veux descendre ça à 30 à cause que ça roule 70, vous faites de la misère un peu. Laisse ça à 50 pour le monde. On va servir de notre jugement, là, mais dans les quartiers, moi, je pense qu'il faut réellement ralentir. Puis d'ailleurs, si le comité de vitesse a besoin de quelqu'un, je suis disponible. C'est un dossier qui va être analysé, monsieur, parce que la tendance dans les quartiers est plus autour de 40. Il y a monsieur Michel Tremblay qui voulait aussi vous répondre. C'est juste pour répondre à Marc. Là, si Marc a raison aussi, je sais qu'on a des problèmes partout. Mais, nous, avec les travaux publics, on va s'engager, on va demander une rencontre avec les responsables du déneigement à Poste Canada. Puis c'est sûr qu'on déjà là qu'on a brossé pas mal avec les déneigeurs privés, puis le faire comprendre aussi le vrai dossier et les problèmes qu'on a, mais on va les rencontrer. Puis en plus, nous autres, dans le quartier, là, il fait tout le temps la même run. Ça veut dire que j'ai tout le temps le premier gros coup de gratte, moi, de mon bord. Ça fait qu'il me graisse comme il faut. Merci. Ça a l'air que le facteur vous aimait pas, ça. Monsieur Marc Bouchard voulait intervenir. Juste pour revenir dans le même sens que Michel, exactement. Moi, j'ai pas entendu, dans toutes mes visites que j'ai faites lors de ma campagne électorale, tout le monde s'est plaint que la vitesse était trop élevée et j'ai jamais personne qui s'est plaint qu'on ne pouvait pas rouler assez vite. Je vais juste ajouter quelque chose. Je vais demander à M. Kevin Armstrong, qui est président de la Commission de la sécurité publique, de vérifier au niveau de, justement, suivi par rapport à la plainte. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme mécanisme pour pouvoir répondre aux demandes? Merci. Oui, monsieur. Bonjour. Je me nomme Jean-Charles Fortin. Je suis citoyen d'Atterrière. J'habite sur Laurent-Saint-Pierre. Je veux joindre ma voix à ceux qui ont été ici au micro avant moi pour vous féliciter toutes et tous pour vos succès lors des dernières élections et souligner le courage politique de certains d'entre vous, dont vous, Mme Néron, M. Tremblay et plein d'autres. J'aurais plein d'autres commentaires positifs, mais je vais arrêter là parce que vous allez penser que je veux vous amadouer par rapport au projet que je viens vous présenter. C'est un projet citoyen. C'est un projet qui est grandement mobilisateur. On s'est rendu compte parce qu'on a fait du porte-à-porte. C'est un projet qui est porté par 2 familles durant Saint-Pierre, la mienne et une autre famille, 4 adultes, 7 enfants, qui ont véritablement à cœur la revitalisation durant Saint-Pierre. À ce stade-ci, je ne sais pas si c'est possible, je demanderais peut-être à mon voisin de siège s'il peut vous distribuer le document qu'on a mis en page pour vous. Vous pourrez y jeter un coup d'œil pendant que je parle, je n'en serai pas offusqué. Je vous ramène un peu, s'il vous plaît. Je vous ramène un peu dans le contexte. Laurent-Saint-Pierre est un axe qui est profondément agricole à l'origine. On le voit, il y a encore plein de fermes. Et puis, mais le tissu social a changé. Il y a eu beaucoup d'agriculteurs qui ont pu vendre les avant-lots et on a vu des bungalows arriver, on a vu des multiplexes. Il y a une densité de population qui est vraiment importante dans le rang Saint-Pierre. Le tissu social a changé, mais les infrastructures n'ont pas changé. Ce qui a changé aussi, c'est la circulation.
Il y a eu un temps où il y avait la carrière Saint-Roch, un peu plus loin, il y avait beaucoup de 10 roues, beaucoup de camions qui passaient. Avec le pont au portage, maintenant, c'est révolu. C'est une toute autre situation qui existe présentement sur le rang Saint-Pierre. Et cette situation-là amène certaines problématiques. C'est-à-dire qu'on a un pavage qui est vraiment obsolète et qui est dangereux au niveau des fissures, au niveau des trous. C'est très étroit aussi. Il y a de plus en plus de gens qui souhaitent utiliser le rang Saint-Pierre pour aller marcher avec les enfants, pour aller courir, pour aller faire du vélo. Et jusqu'à maintenant, c'est seulement que les sportifs ou les plus téméraires qui peuvent se permettre d'utiliser cet axe routier-là parce que c'est dangereux, c'est étroit, c'est abîmé, il y a des courbes, il y a des côtes. On a aussi un mobilier urbain qui est sous-utilisé. C'est-à-dire qu'il y a un parc dans le secteur des Bouleaux, il y a un parc à l'entrée du rang Saint-Pierre, près du boulevard du Royaume, puis on ne peut pas y avoir accès autrement qu'en voiture. Il y a un non-sens à quelque part qu'un mobilier urbain destiné aux familles ne soit pas accessible de manière sécuritaire à pied ou en vélo. On est une population qui est isolée du réseau cyclable existant. Il y en a sur le rang Saint-Damien, il y en a un peu partout des pistes cyclables, mais il n'y a rien dans notre coin. À l'intérieur, on est vraiment, vraiment mal foutu au niveau du réseau cyclable. C'est aussi un frein à la mobilité active et à l'adoption des saines habitudes de vie. Puis le quotidien, le 10 novembre dernier, présentait un portrait de la situation, comme quoi on est résolument en retard à ce niveau-là. Donc, la solution qu'on voulait proposer, qu'on voulait mettre de l'avant, c'est le concept de rue complète. Je pense qu'il y en a plusieurs autour de la table qui connaissent cette façon de voir les axes routiers, qui inclut une façon de voir les axes routiers pour l'ensemble des usagers, et non pas seulement que pour les voitures qui essaient de passer, parce que pour le moment, c'est le cas. La limite de vitesse est relativement élevée et le pavage est vraiment étroit. Et ça serait aussi un arrimage avec des projets existants. Je pense que vous connaissez tous le projet de la Véloroute des Rivières qui avait été présenté par les Verts boisés du Fjord. D'ailleurs, le quotidien, la semaine dernière, présentait sous la plume de Roger Blackburn un sondage qui a été effectué qui montrait que plus de 80% de l'ensemble de la population était d'accord avec ce projet-là. Donc, le projet qu'on vous propose aujourd'hui, de rendre le rang Saint-Pierre rue complète, s'inscrit en parfaite adéquation avec ce projet-là. Est-ce que je peux vous proposer, parce que je trouve le projet très intéressant, mais je pense qu'a priori, il devrait être présenté à M. Potvin, qui va l'amener à l'arrondissement, parce que là, on est comme grand conseil, ça devient un peu complexe là, pour tout le monde. Je pense qu'à priori, on doit passer par votre conseiller de secteur, lui présenter votre projet, qui va l'amener au niveau de l'arrondissement, puis qui va lui permettre de cheminer au niveau des différents services et des différents projets au triennal. Mais je peux vous rassurer, une des choses qu'on veut mettre de l'avant, c'est aussi d'améliorer le réseau cyclable. Et particulièrement, on le sait qu'il y a des secteurs dans la ville, qu'on parle d'un arrondissement ou à un autre, il y en a qui sont plus, on va dire, qui ont besoin d'un peu plus d'amour, un peu plus d'attention. Mais je vous proposerais, si c'est possible pour vous, de présenter a priori le projet à M. Potvin. Est-ce que c'est possible? Non seulement c'est quelque chose qui est possible, mais c'est quelque chose qui a déjà été fait. M. Potvin a présenté une ouverture par rapport à ce projet-là. On a d'ailleurs lu dans le journal La Terrois de décembre son accord favorable à la tenue d'un tel projet. J'en ai glissé un mot aussi à M. Tremblay dans le cadre d'une rencontre informelle. Mais c'est important pour nous d'être ici aujourd'hui parce qu'on sait que vous allez travailler sur les budgets 2018 et que c'est déjà commencé. Donc, on voulait être certain de pouvoir nous adresser à vous, de développer, de déposer notre projet et, bref, de nous assurer qu'on soit en haut de la liste lorsque vous allez commencer à réfléchir à comment vous allez distribuer les quelques millions de dollars que vous avez prévus pour réparer les chemins. Et je terminerai en disant que deux choses. La première, j'ai vérifié avec les fonctionnaires de la ville et le rang Saint-Pierre fait partie des routes vraiment abîmées, catégorie D. On est en plein dedans de ce que vous visiez. Et je termine en vous disant qu'on a fait un porte-à-porte sur les 3 premiers kilomètres. Après ça, il a commencé à faire noir, puis on a arrêté. On a passé plusieurs soirées en famille à faire du porte-à-porte. Et il y a 98 % des résidents qui sont défavorables. Donc, quand je parle d'un projet mobilisateur, il y a du concret à tout ça. Madame Néron, si je peux ajouter quelque chose.
L'an passé, au service d'urbanisme, on en a discuté longuement. Il y a un comité qui a été formé là-dessus. Puis, je vous rassure, là, ça va se faire, mais au niveau de toute la ville, on est en train de tout regarder ça. Les prochaines personnes qui sont au comité d'urbanisme vont travailler ça. Toutes les rues vont être analysées. Fait que c'est pas seulement que le Laurent-Saint-Pierre, puis c'est une question d'économie aussi. On voulait s'assurer d'être sous votre radar. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je crois que M. Côté voulait rajouter quelque chose. M. Fortin, en tant que président de l'urbanisme du CAGU, de l'urbanisme, l'aménagement et du génie, comme dit mon confrère ici, c'est quelque chose qui a été adressé au dernier conseil, mais qu'on va revoir. Et c'est un genre de projet qui rentre dans des orientations aussi d'urbanisme participatif, quelque chose qu'à la ville, on va commencer à parler un peu plus. Et bien entendu, ce genre de projet-là pourrait être un beau projet, mais c'est sûr qu'avant de dire qu'on va mettre des deniers, je veux juste vous dire, est-ce que ça va être en 2018, en 2019? On ne peut pas faire de promesses, mais c'est sûr et certain qu'on va analyser avec les argents qui doivent être mis dans les rangs, dans les routes, dans les boulevards et tout ça. Et puis éventuellement, on pourra revenir avec un projet qui pourra s'échelonner sur une durée de temps qui est conforme aussi à une planification stratégique là-dessus. Parfait? Merci. Merci. Merci, M. Fortin. Marguerite Larouche de Chicoutimi. Bravo à tout le monde de l'effort que vous avez fait pour gagner ces batailles, chacun entre vous. Alors, félicitations, Mme Néron, pour être la première mairesse femme dans la ville de Chicoutimi. Je voudrais poser une question parce que vous avez discuté que les horaires d'assemblée reviendraient le soir. Est-ce que ça va être diffusé? Oui, c'est notre intention. On a d'ailleurs pris les dispositions. Parce qu'actuellement, la publicité ne se fait pas beaucoup dans ce sens-là. Parce que là, actuellement, on est quand même des groupes de personnes d'un certain âge. Puis j'espère qu'en faisant ça le soir, ça va attirer plus les jeunes de 35, 45, 50 ans, dont la clientèle, on n'a plus de misère à la faire participer. Parce que c'est simplement pour vous rappeler, la première fois que j'ai mis les pieds ici à la table du conseil, c'était en 1974. Et en dernier, je ne l'ai plus parce que le terrain n'était plus la même. Alors j'espère qu'il y aura d'autres qui suivront votre conseil de ville et on prendra nos responsabilités comme citoyens aussi. Merci. Félicitations encore. Merci. Bonjour, mon nom est Michel Simard, je suis de l'arrondissement Chicoutimi. J'aurai un bref commentaire et une question, Madame la mairesse. D'abord, un commentaire. Je suis très satisfait de l'ouverture et la transparence qu'on dénote déjà dans l'ensemble de vos décisions qui sont prises jusqu'à maintenant. Ça permet à tous les contribuables, à toutes les personnes intéressées de voir qu'il y aura possibilité de vous influencer et d'avoir des décisions qui sont pour le bien-être de la population. Ma question est la suivante. Nous sommes le 4 décembre. Il y aura un prochain conseil municipal le 15 janvier, si j'ai bien compris. Il y a déjà beaucoup d'informations qui circulent dans les médias concernant la transition entre l'ancien conseil municipal et le nouveau. Des informations quelquefois très précises. Et il y a beaucoup de discussions qui ont lieu actuellement dans notre ville. Et est-ce qu'il serait possible, compte tenu de la situation, malgré le fait qu'il y a des décisions qui ont été prises pour qu'il y ait déjà une enquête de fait, si je crois bien, qu'on ait une espèce d'information générale, parce qu'il me semblerait qu'il y aurait des ententes de conclus déjà officielles par le conseil de ville ou par la mairesse vis-à-vis de la transition de certaines personnes au revers du prochain conseil municipal. Alors voilà ma question. Il y aura donc plus de 5 semaines avant le prochain conseil municipal. Je pense que la population, malgré le fait qu'il y a une enquête, ait droit à une information juste à ce moment ici des travaux qui sont effectués. Merci beaucoup. Je vais vous dire, pour ce qui est du conseil, il n'y a rien de caché nulle part, là, absolument rien. Oui, il y a des discussions qui sont en cours, mais il n'y a rien de conclu. Alors, lorsque ce sera le cas, le conseil, si c'est le cas, si le besoin est là, le conseil aura à se réunir. S'il faut faire une extraordinaire, on la fera. Et à ce moment-là, la population va être informée. Mais pour le moment, il n'y a aucune cachette de quelque chose de conclu qu'on aurait et que ça, je peux vous assurer. Mais oui, il y a eu des discussions, mais il n'y a rien de conclu. Je vous remercie. Ça me fait plaisir. Bonjour, Madame la mairesse. Michel Potvin, comme mon homologue d'ailleurs, de Jonquière. D'abord, une petite observation, je suis convaincu que vous le saviez, mais juste pour vous dire que vous utilisez le mot secondaire lors des propositions, alors que le français, c'est un anglicisme, le français c'est appuyé. Vous
convaincu que vous le saviez. Là. Je vous remercie de la correction. J'aurais une question d'abord. On voit qu'il y a beaucoup de révisions de certains contrats qui ont été signés. Est-ce que le contrat avec l'Auditorium du Four, à l'époque avec la Banque nationale, où semble que c'est la banque qui a gagné et les citoyens ont perdu beaucoup, est-ce qu'il va y avoir une analyse aussi de ce contrat-là, ainsi qu'une autre étude peut-être sur la rentabilité des quais d'escale? Parce qu'on entend au niveau provincial là, que ce n'est pas rentable. Sauf que quand il y a une analyse de la ville, là, c'est très rentable. Est-ce qu'on pourrait avoir l'heure juste aussi sur ces contrats-là? C'était peut-être aussi au programme, je ne sais pas. Là. Je vais vous répondre que ce matin, j'étais en rencontre avec le CA de Promotion Saguenay. C'était la première fois que j'assistais à titre de président et que j'ai demandé à Mme Némé de nous sortir une analyse très exhaustive de la situation pour qu'on puisse en prendre connaissance et que la population également puisse en prendre connaissance. Pour ce qui est du contrat du théâtre de la Banque nationale avec la banque, je ne peux pas vous dire que je vais être honnête avec vous, là. Je ne peux pas vous dire que je suis rendue là. On sait que les vérificateurs nommés par le ministère auront le mandat d'aller vérifier l'ensemble des opérations au niveau de Promotion Saguenay et qu'ils ont également un mandat qui s'étend, si le besoin est, auprès de Diffusion Saguenay et de la zone portuaire. On verra ce qui en sortira. Okay, merci pour votre réponse. Autre chose, M. Côté m'a fait sursauter un peu tantôt quand il s'est dit heureux de pouvoir parler. Il me semble que les dernières années, tout le monde pouvait parler. Mais pas tout le monde, par exemple, se prévalait du droit de parler. Entre autres, dans le dernier mandat, il y en a 3 qui pouvaient parler. Les autres, je pense qu'ils étaient plutôt collaborateurs passifs, on peut dire, mais il y avait quand même... Parce que je ne veux pas défendre l'ancien maire, là. Mais il n'était pas tout seul dans ce barque-là. Là. Hein? Il y a eu beaucoup de bons collaborateurs, comme des Provenchers, des Larouche, des Clary, Fortin, Blackburn, Laforêt, Noël, Tremblay, je dirais Ovington, Boivin, Gauthier, tout ce monde-là, là, c'était des collaborateurs assez actifs. On s'entend qu'on vivait sous un régime, monsieur, et aujourd'hui, la population nous a lancé un message fort le 5 novembre en nous demandant justement faire un vent de changement. Je peux vous dire que quand on est assis ensemble, on est très d'accord avec ça. Oui, je comprends, mais vous permettez, je vais finir mon intervention, parce qu'il y en a quand même plusieurs, quelques-uns encore ici, là, qui chantaient dans la même chorale que M. Tremblay, puis qui allaient aussi à la grand-messe au Parasol, là. Aujourd'hui, ils sont assis encore à terre, puis ils semblent des collaborateurs. En tout cas, j'espère qu'ils ont changé, parce que je trouve ça... J'espère en tout cas que ça va changer, parce que si on est dans le trouble aujourd'hui, là, pour ne pas dire dans la marde, là, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de José Néron, puis il n'y avait pas assez de Julie Dufour, puis il y avait trop de collaborateurs passifs aussi dans ça. C'est sûr qu'il y a du retard à reprendre, là. Puis on veut peut-être pas trop parler de ce qui s'est passé antérieurement, mais il reste que je pense qu'il faut voir les choses en face aussi, là. Les collaborateurs, il n'y a pas été tout seul dans ce barque-là. Là. Il y a M. Simon Olivier. M. Potvin, je parlais des plénières, entre autres, okay? Parce que dès le départ... T'entends pas. Alors, je voulais juste dire que je voulais juste spécifier que ce que je parlais tantôt, c'était par rapport aux plénières, entre autres, parce qu'on s'est retrouvés ce matin, et puis c'est pas la première plénière qu'on a tous ensemble. Je spécifiais ça, je parlais pas du droit de parole, là, entre autres, là, juste pour spécifier, pour que ça soit clair. Non, parce que je sais, en tout cas, pour avoir suivi ça aussi, un peu comme tout le monde ici dans la salle, là, quand les femmes se levaient pour parler, il n'y a pas grand monde qui les appuyait. Puis il n'y a pas grand monde qui les défendait quand ils se faisaient agresser par la maire non plus. Là. Tout le monde se devirait, je pense. En tout cas, je vous ai trouvé courageuse, Madame José puis Madame Dufour, là, d'avoir, puis je pourrais dire Madame Boivin aussi, d'avoir toffé tout ce temps-là, puis être capable de revenir, en tout cas en force, avec un nouveau conseil. Je vous en félicite, puis je pense que ça va changer l'image de la ville. On commence à faire rire de nous autres, pas à peu près à l'extérieur.
Monsieur Jean-Marc Crevier voulait... Bon, moi, la seule chose que je rajouterais, c'est que le vrai ménage a été fait, pas par nous autres, par la Ville, par les citoyens. Le ménage a été fait, puis on a eu le résultat le 5 novembre. Monsieur Lapointe. Marcel Lapointe, Jonquière. Oh, excusez-moi. Monsieur Kevin Armstrong voulait... Moi, j'entends très bien votre intervention, M. Potvin, puis je rajouterais que le mot « imputabilité » est un mot qui va revenir souvent à l'ordre du jour. C'est extrêmement important, autant pour des élus que pour des administrateurs. Merci, M. Armstrong. M. Lapointe. Oui, moi, je souhaite que... Parce que là, on vient de le vivre un peu, là. Disons qu'aujourd'hui, c'est les jours de fête, là. Mais à partir de l'année prochaine, est-ce qu'on pourrait mieux encadrer la période de questions? Parce qu'il y a des interventions là, qui ne sont pas des questions. Je comprends qu'il y ait des commentaires, mais quand ça dure 15 minutes, là, surtout que, comme vous l'avez dit tantôt, l'audio aussi, là, c'est mauvais. Il y a à peu près juste vous que j'entends parce qu'on est en arrière. Est-ce que vous m'entendez, vous autres, là? Regarde, on a un problème avec ce micro-là, puis on a un gros problème. Comme je l'ai dit en tout début, M. Oui, je suis d'accord. L'autre chose, c'est... Voyons, j'ai perdu. Bon, ben, je vais passer au troisième, puis ça va peut-être me revenir. Moi, j'ai lu le rapport du comité de transition. Bon rapport. Il y a des coquilles dedans, c'est normal. Il y a des bémols, par exemple. Là. Il y a des choses dans le comité de transition là, que moi, je me pose des questions là-dessus, là, de ce rapport-là. Là. Comment vous entendez donner suite à ce rapport-là? Est-ce qu'il va y avoir une consultation générale ou si ce sont les élus qui vont prendre position par rapport à ce rapport-là? Vous avez plusieurs éléments dans le rapport. Vous avez, entre autres, sur la politique de gestion de la dette. Ça, je considère que c'est un devoir de la part du Conseil de voir à ce qu'une politique soit mise en place et respectée. Mais toutes ces politiques-là vont l'être à travers des comités et il y a sûrement des représentants de la société civile qui vont être sur ces comités-là, mais vous comprenez que le dernier vote va être fait par les élus du Conseil. Si vous regardez également, je vous dirais, les dons et subventions, ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est encore là, de réviser, parce que la Ville en avait une politique de dons et subventions, mais elle date. Donc, elle doit être remise à date. Et je vous dirais, bonifier pour faire en sorte que chaque demande soit analysée de façon objective selon les besoins de la Ville. Alors, on est tous d'accord avec ça, avec ce qu'on a vu tout ce qu'on a vu au niveau du budget. Il y a déjà des gens qui ont commencé à travailler au niveau du budget. Ça s'est jasé entre nous. Donc, on est d'accord avec le fait qu'on doit mettre une politique de dons et subventions en place. Et les choses vont se faire comme ça. C'est sûr que la finalité va revenir au Conseil quand c'est des choses qui le demandent. Mais quand on va avoir besoin de consulter la population ou d'inclure à l'intérieur de différents comités qui vont nous proposer des solutions, des gens de la société civile, on va y aller. Dans le rapport, entre autres, au niveau des dons et subventions, on parle d'un budget discrétionnaire pour les conseillers de 18 000 $. Est-ce que c'est un hasard que le même montant est ajusté pour ce qu'on appelle le budget de recherche? Est-ce que c'est deux choses différentes, là? C'est différent, c'est pas le même montant, alors, c'est 18 000. C'est 9 000 le budget. C'est beau. Oui. Et pour terminer, j'ai rien vu dans le rapport du comité sur le commissaire à l'éthique. J'aurais aimé ça, voir qu'on fouille un peu cet aspect-là. J'espère que ça va être regardé de près parce que moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, là. On a modifié le poste de commissaire à l'éthique. Il est devenu le directeur à l'éthique. Est-ce que c'est pareil dans d'autres villes, ça, le directeur à l'éthique? Quelle différence qu'il y a entre un directeur à l'éthique et un commissaire à l'éthique? Je vous laisse là-dessus. Bonjour. Merci beaucoup, M. Lapointe. Oui, bonjour. Bonjour, au maire de Chêne-Accord. C'est juste pour en ce qui concerne les affaires générales. En ce qui concerne, vous parliez de la municipalité contre la violence conjugale. J'aimerais savoir combien il y a de maisons pour
pour venir en aide à ces femmes-là. Je prends l'exemple de la maison Marie-Fisbach, qui se trouve pas loin de Radio-Canada, en haut, qui sont continuellement en demande pour protéger ces affaires-là. La deuxième chose, c'est ce qui concerne que vous avez dit, Mme Néron, en ce qui concerne les contrats qui ont été signés légalement, et vous avez mentionné le mot généreusement. Mais moi, j'ajusterais en plus du généreusement, c'est des contrats qui sont de nature abusive et qui seraient probablement de nullité absolue. Il y aurait possibilité pour la Ville d'annuler ces contrats-là. C'est pour ça qu'on a demandé des avis légaux. J'aimerais juste répondre par rapport au nombre de maisons. Il y a des maisons dont on ne peut pas, je vous dirais, donner l'existence, c'est ça, faire connaître l'existence de ces maisons-là. Question justement de protéger les personnes qui réfèrent à ces gens-là. Merci. Ça me fait plaisir. Bonjour, madame. Bonjour. Un peu d'histoire d'époque. Monsieur Beaulieu. Oui, madame. Un peu d'histoire d'époque du comté de Chicoutimi. En la personne de M. Johnny Gay, qui fut le premier maire en 1895. Donc, 122 ans. Vous, José Néron, est devenu première mairesse à Saguenay. Vous marquez une page d'époque. Première jeune femme mairesse à la ville de Saguenay. Si votre défunte mère vous entendait, elle serait fière de sa fille Josée. Merci. Des questions? Est-ce que vous avez l'intention de modifier le compte de taxes, les intérêts ainsi que les pénalités? Vous voulez dire de mettre ça sur plusieurs paiements? C'est une chose qui a été analysée avec la trésorière, sauf que de permettre de payer sans intérêt, ce serait un manque à gagner pour l'ensemble de la population, très onéreux, et ça nous obligerait à monter encore plus les taxes. Alors, et d'ailleurs, je vais vous dire, pour ce qui est de l'ERD, dans nos consultations, c'est une des propositions qui avait été sondée auprès de la population. Et en bout de piste, la majorité de la population n'était pas pour cette mesure-là. Alors, dans notre programme, ce n'est pas une proposition qui avait été retenue. Maintenant, si au niveau du Conseil, à un moment donné, cette proposition-là revient, on l'analysera, mais pour le moment, il n'y en est pas question. Est-ce que les enveloppes discrétionnaires vont être montées ou baissées? C'est analysé en ce moment au niveau de la Commission des finances, mais dans notre lac à l'épaule, les choses vont être discutées et on va statuer ensemble. Les organismes à but non lucratif, est-ce que ça va être vérifié réellement ou encore l'argent va être donné comme avant, vice-versa? La politique de dons et subventions va nous permettre d'établir une façon de faire dans l'analyse des demandes. Et c'est sûr qu'on va étoffer l'analyse pour justifier justement ce que les élus vont avoir à voter, qu'on puisse le faire en toute connaissance de cause. Parce qu'il y a une réponse demandée de genre, si Madame qui vérifiait les comptes, Madame, je ne sais pas son nom. Gobeil. Est-ce qu'elle avait fourni un rapport financier? Puis M. Provencher, dans le temps, avait dit qu'il y avait un très bon rapport, mais c'était confidentiel. Avez-vous pris connaissance du rapport? Je vais demander à M. Boivin de répondre là-dessus. Mais je vais juste vous dire, M. Beaulieu, normalement, c'est une question. Après ça, vous devez retourner et revenir. Puis je vous dirais que la période de questions, on va encore prendre 2 questions, puis ensuite, ça va être terminé. Je laisse M. Boivin vous répondre. Là, M. Beaulieu, je ne peux pas saisir de quel rapport vous parlez. Il faudrait que j'aille plus de précision, là. Est-ce que c'était le rapport sur le détail de tout l'argent qui avait été remis à chacun des organismes? Je ne sais pas trop, mais je sais que M. Provencher m'a dit qu'il avait fait un très bon rapport, et le rapport était confidentiel.
Il y a une chose que je sais, il y a eu un travail de fait pour rassembler sous forme d'un même rapport financier tous les organismes. La façon qui a été prise, c'est de créer pour tous les organismes un numéro de fournisseur, de façon à savoir que chaque organisme qui recevait un chèque de la Ville de Saguenay pouvait être rassemblé. L'idée était que souvent, un organisme pouvait recevoir un don ou une subvention, soit du Grand Conseil, soit de l'arrondissement, soit d'un conseiller ou de l'exécutif. Il y avait comme 4 portes d'entrée. Maintenant, tout chèque qui était mis à un organisme, le rapport dont peut-être vous parlez, c'est que ça a été rassemblé. Les élus ont connaissance maintenant, il n'y a rien de confidentiel, ont connaissance maintenant de tout chèque qui a été mis par la Ville et c'est intercepté. Donc, tout organisme maintenant, peu importe la porte d'entrée que l'organisme a pris pour avoir la subvention, on en connaît le montant là, exact. J'espère que ça répond à votre question. Oui, on va le prendre. Merci. Merci, M. Beaulieu. Madame Néron? Il y a M. Tremblay qui voulait parler ensemble. Mais c'est pas vrai que tout le monde venait chercher un chèque sans rien avoir. Là. Moi, je peux vous le dire, là, on a fait des dons, là, puis ça prenait des procurations, des bilans financiers, puis tout ça. C'est pas n'importe qui arrivait ici qui venait chercher son chèque. C'est parce qu'on dit qu'on donnait des chèques à n'importe qui, c'est pas ça qui arrivait. Là. Madame Dufour. Bien, c'est juste par souci de précision, parce qu'on entend beaucoup le mot discrétionnaire et que les élus alentour de la table, dans l'ancien mandat, avaient 18 000 $. Il faut comprendre qu'un discrétionnaire, normalement, ce n'est qu'une seule personne qui doit signer pour émettre un chèque, un peu comme les ministres, ce qui n'est pas le cas à Ville de Saguenay dans les 4 dernières années. Il fallait que ça passe quand même en résolution de l'arrondissement. Donc, des budgets alloués, mais il aurait pu quand même être... qui a été validé par l'ensemble des élus. Fait qu'il faut faire attention. Puis oui, il y en a certains qui ont été vérifiés, mais effectivement, on a un grand chantier. Là, fait que je pense qu'on peut continuer d'y aller en nuance. Merci, Mme Néron. Merci, Mme Dufour. Oui, monsieur. Serge Tremblay. J'aimerais juste spécifier, parce que là, on a dépassé, il faudrait que ce soit vraiment des questions pour permettre justement, parce que c'est la période de questions. Je vous écoute. Il faut savoir que le compteur d'eau, là, ce serait pas juste pour les familles. Pour les familles, qu'on est grosses familles, mettre des compteurs d'eau, il a parlé de mettre des compteurs d'eau maison, ce ne serait pas juste pour les grosses familles. On comprend pas. Il dit que ce ne serait, pour les compteurs d'eau, ce ne serait pas juste pour les grosses familles. Mais comme je vous ai dit, on va faire les choses de façon responsable, monsieur. On va s'assurer d'avoir un impact mineur pour l'ensemble de la population. Est-ce que je peux parler du hydro-roncaire? On ne cherche pas aux citoyens. C'est ça, on ne cherche pas aux citoyens en ce moment, monsieur. Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter. Non. Merci. Vous n'avez pas 5 enfants. Merci. Est-ce que je peux parler d'hydro-roncaire? Si vous avez une question par rapport à Hydro-Jonquière, monsieur, parce que... Ils disent que le déficit est attribuable à Hydro-Roncaire. Le déficit de la ville est attribuable à Hydro-Roncaire. J'ai lu ça sur le journal, je l'ai ici. Non, c'est pas... Personne n'a dit ça, là. C'est marqué sur le journal. Sur le journal. Une partie du déficit est attribuable à Hydro-Roncaire. Non, une partie de la dette est attribuable à Hydro-Jonquière. Oui, mais comment ça se fait? Ils ne font pas d'argent avec Hydro-Roncaire? Non, ce qui arrive, c'est qu'il y a une dette à payer à la ville et il y a une portion, à la différence d'une autre ville qui n'a pas d'installation au niveau de son hydroélectricité, il y a une portion de notre dette qui est attribuable à Hydro-Jonquière. Il dit que je faisais de l'argent comme de l'eau avec ça. Oui, c'est un fait que cette portion-là de la dette se paye à travers la rentabilité d'Hydro-Jonquière du projet, mais il reste que la dette est à payer. Alors, quand on parle de dette, il faut parler des vraies choses. J'espère que vous ne changerez pas. Que je quoi? Que vous ne changerez pas. Vous allez toujours rester de même. J'ai pas l'intention. Alors, les deux derniers, et c'est terminé par la suite. Léonard Gagnon. Bonjour, Madame la mairesse, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil. Une seule question. Ayant œuvré très longtemps sur le CA de la SPCA, j'ai été mis au courant vendredi que le contrat n'est pas encore signé pour 2 organismes, la SPCA ainsi que la même chose pour la fourrière de Ville-Saguenay. Pour eux, c'est inquiétant. Je sais que si je j'œuvrais encore sur le CA de la SPCA, ça m'inquiéterait. Vous savez que les licences, pour eux autres, la vente des licences, c'est eux qui sont responsables. Il faut qu'ils commandent cette licence-là. Si leur contrat n'est pas renouvelé, ils peuvent... Pourquoi acheter des licences présentement? On est rendu au début de décembre, puis le contrat n'est pas encore signé. OK. 1er janvier.
C'est important pour eux autres. Il faut que ça se fasse le plus rapidement possible. Bonjour et merci. Je vais laisser Maître Dion répondre. Oui, il y a eu une analyse qui a été faite de la part du service du contentieux à l'égard des contrats attribués au SPCA. Le dossier est actuellement sur le bureau du contentieux, mais selon toute vraisemblance, le contentieux va recommander au conseil municipal et au comité exécutif de procéder à un appel d'offres dans ce dossier-là. Monsieur Gagnon. Oui, bonjour. Dominique Gagnon, citoyen de Saguenay. Alors, tout d'abord, je dois dire que je trouve ça très agréable que vous donniez le temps au public ici de pouvoir s'exprimer. Ça fait partie d'une saine démocratie. Alors, merci de donner ce temps-là au public. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Concernant les compteurs d'eau, je partage un petit peu l'inquiétude de mon conseiller de quartier, là, M. Martin Harvey. Est-ce que vous êtes capable de nous donner l'assurance que ça ne sera pas, au cours du prochain mandat, du moins, là, vraiment une taxe? On n'en viendra pas à une taxe éventuellement au cours du prochain mandat avec l'instauration de ces compteurs d'eau-là? Qu'est-ce que vous dites, Mme Dufour? Excusez-moi. J'ai dit, on va installer 380 compteurs d'eau au maximum en 4 ans. Fait que M. Gagnon, à 150 000 habitants à Saguenay, je pense que vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles très tranquille. Ça répond? Oui. Moi, ce que je voulais vous répondre, c'est qu'on allait tout faire justement pour qu'il n'y ait aucun impact au niveau des citoyens, comme d'ailleurs, on le comprend, la population nous le demande. Vous parlez de 380, moi j'ai entendu 350 par l'expert tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas de prix, de coût qui a été, ou je ne l'ai pas pris au passage, là, des fois on n'entend pas toujours bien. Comment ça peut coûter cet ensemble de 350 ou 380 compteurs d'eau? 200 000 200 000 d'accord, merci. Une autre question rapide concernant le cautionnement. Hein. On a vu dans le rapport du comité de transition qu'on était rendu à 40 millions autour de ça. Aujourd'hui, on vient de rajouter 350 000 à ce 40 millions-là à peu près. Un cautionnement, ce n'est pas nécessairement une dette, si je comprends bien le principe, on cautionne. Alors, est-ce qu'au courant de la dernière année 2017, est-ce qu'on a dû payer pour des cautionnements ou si les gens ont simplement payé leur dette, autrement dit? Est-ce que la Ville a dû payer des cautionnements au cours de 2017? J'aimerais juste vous informer que ceux qu'on vient de renouveler font partie déjà du 40 millions, donc il n'y a pas eu d'augmentation. OK. Première chose. Merci. Pour vous. Et la dernière chose, dans nos 4 dernières années, les membres de l'ancien conseil étaient là. On a dû éponger le cautionnement qu'on avait pour la corporation du théâtre du Palais municipal à la baie. C'était de l'ordre de 2,5 millions. Et ça, c'est venu se transférer direct sur notre dette. Alors oui, une caution, c'est une dette potentielle. Potentielle et actuelle de 2,5 millions pour 2017. C'est la portion qui est venue s'ajouter. Parfait. Rapidement, concernant le comité de transition, on en parle beaucoup, là, par souci de transparence, combien ça a pu coûter à peu près là, aux contribuables les rémunérations ou encore l'activité tout simplement du comité de transition. Avez-vous un ordre de grandeur sans aller dans la scène près? Là? Les 3 personnes l'ont fait de façon bénévole. Félicitations. Je tiens à ajouter qu'en appliquant d'ailleurs les recommandations de ce comité-là, c'est probablement des millions de dollars en saine gestion qu'on va sauver aussi, Dr. Gagnon. Oui. Ah, et définitivement. Félicitations, tout à fait. Dernière question, rapidement, là. C'est la dernière, M. Gagnon, parce que je crois que... C'est ça, c'est la dernière, effectivement. C'était la dernière que j'avais. Comme vous voyez, c'est des questions rapides qui sont en rafale. Hein. Alors, non, c'était concernant un petit peu, justement, le comité de transition, un peu tout ça. Il y avait sur le comité Mme Isabelle Brochu, il y avait comme un peu sur les réseaux sociaux une espèce de débat, si on peut dire, ou de questions soulevées. Par rapport au fait, est-ce que Mme Brochu a déjà été mandatée par le RD par le passé pour faire certains mandats? On voulait savoir ça. Et là, écoutez, il faudrait que je vérifie auprès. Elle a eu un mandat. Par le RD. Mais c'est beau. C'est pas en rapport avec ça qu'on l'a ramenée, c'est parce qu'on voulait vraiment qu'elle représente l'arrondissement de la baie. Merci. Je vous remercie. Juste 30 secondes. Monsieur Grenier, on avait dit que c'était terminé. C'est parce que j'étais parti, puis mon auto est sur le stationnement des permis et règlements municipaux.
Et je me suis dit, je vais aller voir à l'intérieur si la maudite pancarte de 648 $ de charges fiscales est encore là. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. De grâce, c'est une insulte à la face de tous les citoyens. Allez m'enlever cette maudite pancarte-là. Merci. Monsieur Bernier, j'ai demandé à ce qu'on la retire. Je vous remercie beaucoup. Un proposeur et un secondeur pour lever, Monsieur Jonathan Tremblay, Monsieur Kevin Armstrong. Merci tout le monde.